Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence où nous poursuivons notre cheminement pour savoir comment on définit le terrorisme et nous allons aujourd'hui entrer dans la problématique française. Si la France a été souvent victime du terrorisme, si elle a inventé le terme, si elle a connu des épisodes terroristes majeurs, de l'attentat de la rue Saint-Nicaise contre Napoléon Ier jusqu'à la séquence d'attentats modernes 86, 95 et suivants, il a fallu attendre non seulement la Convention du Conseil de l'Europe de 1977 consacrée à la répression du terrorisme pour avancer sur ces questions, mais il a fallu également progresser à partir de 1986 pour disposer d'un outil à la fois efficace qui réponde à une double exigence, mettre au point un dispositif opérationnel à la française en respectant le principe de l'égalité des délits et peines et concilier les principes de l'état de droit avec la définition de dispositions dérogatoires du droit commun, à la fois en termes d'enquête, de garde à vue, de processus, de procédure, mais également de jugement. La loi ne définit pas à l'époque directement l'infraction de terrorisme, elle ne le fait d'ailleurs toujours pas, mais elle appréhende pénalement l'activité terroriste par la combinaison de deux critères. L'existence d'un crime ou d'un délit de droit commun incriminé d'ores et déjà par le droit pénal et la relation de cet acte avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ce qui caractérise la circonstance terroriste. On le voit bien, déjà, on n'a pas connecté la mise en place de cet outil avec la mise en danger de la vie d'autrui, l'attentat à la personne ou le crime. On ne considère pas que c'est un élément constitutif du délit terroriste, ce qui posera ensuite un certain nombre de problèmes, notamment quand on sera face à des sabotages dont certains relèvent de l'action syndicale ou de la défense des salariés contre des patrons voyous. En 1986, le législateur n'avait attaché à la circonstance de terrorisme associée à la commission de crimes ou de délits limitativement énumérés que des conséquences de procédure. Le nouveau code pénal, lui, a érigé les actes de terrorisme en infraction autonome par la loi du 22 juillet 1992, c'est-à-dire en véritable catégorie d'infraction punie de peines aggravées. Le code pénal définit l'acte terroriste comme un acte se rattachant à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Il recouvre deux catégories d'infractions. D'une part, les infractions existantes commises en relation avec une entreprise à caractère terroriste. Il s'agit d'infractions de droit commun commises dans des circonstances particulières et qui lui confèrent donc un caractère spécifique. Et d'autre part, des infractions définies de manière totalement autonome, sans référence à une infraction existante. Le lien avec l'entreprise terroriste, qui permet de caractériser ces infractions, a suscité de nombreuses controverses dans 1986. Les adversaires du texte, notamment défenseurs des droits de l'homme, soutenant que l'imprécision d'une telle notion contredisait ou pouvait contredire le principe de l'égalité des délits et des peines de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel a estimé, lui, que l'exigence d'une relation avec une entreprise terroriste était énoncée en des termes suffisamment précis pour que le grief ne soit pas fondé. La liste définie à l'article 421.1 du Code pénal vise donc 7 catégories d'infractions. Les atteintes volontaires à la vie ainsi qu'à l'intégrité de la personne, l'enlèvement ou la séquestration, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires et de tout moyen de transport, les vols, extorsions, destructions, dégradations et détérioration et les infractions du même type en matière informatique, les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous, décret de 1936, la fabrication, la détention, l'échange de produits dangereux, explosifs, armes, munitions, armes biologiques, toxiques, chimiques, le recel du produit de l'une des 4 infractions précédentes, le blanchiment et, paradoxalement, les délits d'initiés. La qualification d'acte de terrorisme a pour effet d'aggraver les peines encourues, qu'elles soient principales ou qu'il s'agisse de peines complémentaires, telles que l'indiquent les articles 421.3 du Code pénal. Dès l'instant où le contexte terroriste est établi, plusieurs types d'actes sont érigés en catégorie d'infractions autonomes par le Code pénal. D'abord, des infractions dites bioterrorisme ou terrorisme écologique ou environnementaliste. Il se différencie évidemment des actes de terrorisme classiques et il constitue un acte de terrorisme, par exemple le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments, les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris la mer, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux dans le milieu naturel. Le terrorisme, entre guillemets, associatif, c'est-à-dire l'association de malfaiteurs en relation
avec une entreprise terroriste, un outil qui avait permis de lutter contre le crime organisé sans attendre le début de commission ou d'exécution d'un acte, ce qui mettait en péril à la fois les civils, les cibles, les policiers, les passants, et qui avait, dans les années 70 ou 80, permis la lisibilité et même un certain nombre de films sur, entre guillemets, les guerres de police. L'association de terroristes, donc, est punie comme en droit commun, mais elle permet là aussi d'intervenir avant la commission de l'exécution de l'acte. Le terrorisme financier, le financement d'une entreprise terroriste constitue une entreprise et une infraction spécifique, notamment en fournissant, réunissant, gérant des fonds, des valeurs, des biens quelconques ou en donnant des conseils dans l'intention de voir ces fins utilisées en vue de commettre un des actes de terroristes prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un acte. Il s'agit bien des éléments préparatoires à l'acte. La loi Perben II de mars 2002 a créé, elle, une nouvelle incrimination portant sur le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec des personnes se livrant à des actes de terrorisme. Ainsi, cette situation est punie de 7 ans d'emprisonnement et d'une importante amende, et il faut montrer ou définir un très grand nombre de justifications spécifiques pour justifier de son train de vie. Enfin, est réprimée l'incitation terroriste par la loi du 31 décembre 2012 qui concerne le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, des présents, des avantages, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente à visée terroriste ou qu'elle commette des actes de terrorisme, ce qui est puni, même quand il n'est pas suivi des faits, de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. On le voit, l'outil a été constamment modifié, amélioré, restructuré, et depuis 1986, il n'est pas une année ou deux où des textes nouveaux voient le jour, les derniers prévoyant par exemple l'interdiction de sortie du territoire dans certains cas ou le contrôle des sites internet, tous sujets qui font l'objet de polémiques ou de discussions mais qui ont été votés par le Parlement. La France n'a pas défini le terrorisme, mais elle a aujourd'hui l'outil de répression, de dissuasion et de lutte procédurale contre le terrorisme probablement le plus moderne d'Europe. Le CNAM.